Il interdit aux scientifiques d'utiliser certains mots comme diversité, genre, changement climatique. Selon lui, des millions de dollars auraient été gâchés aux États-Unis pour faire des recherches visant à rendre des souris transgenres. $8 million for making mice transgender. Mais c'est quoi le problème de Donald Trump avec les scientifiques? This is real. Vous le savez, son administration n'a de cesse d'attaquer le monde scientifique en licenciant des fonctionnaires dans les agences fédérales œuvrant à la protection de la santé et de l'environnement, en réduisant des financements de la recherche publique ou en censurant des thématiques qu'il n'aime pas. Et face à ça, la communauté scientifique s'est levée en créant le mouvement Stand Up for Science. Et aujourd'hui, on veut vous faire comprendre cette bataille que mène Donald Trump contre les scientifiques et quel est l'impact de ses politiques. Et pour en parler, on reçoit Olivier Monod, journaliste scientifique à Libération, et à tes côtés Thibaut Sardier. Et à deux, vous avez mené ce dossier, l'Amérique en sciences inverses. Alors ma première question, j'essaie de comprendre concrètement c'est quoi ces attaques de Donald Trump contre la communauté scientifique depuis son investiture. Il y en a plusieurs, on a notamment vu à la NOAA, qui est le gros institut de recherche sur le climat et la météo, les coupes budgétaires et surtout les coupes d'effectifs. Je crois que c'est au total 10% des effectifs de la NOAA qui soit ont été licenciés parce qu'ils étaient en période d'essai sur des contrats courts, soit ont démissionné. Donc ça c'est une première attaque, et une deuxième attaque va être globalement aussi sur les budgets. On sait qu'au NIH, beaucoup de réunions, donc le NIH c'est le National Institute for Health, et donc c'est eux qui vont donner les bourses de recherche aux laboratoires sur les sujets de santé. On sait que beaucoup de réunions qui doivent attribuer ces bourses de recherche ne se sont pas tenues, donc les chercheurs n'ont pas obtenu les financements. On sait aussi que les financements qui sont attribués aux laboratoires, en fait une partie de ce financement va à l'université qui accueille le laboratoire, et cette partie Trump aimerait la couper. On sait que là aussi il y a eu donc des licenciements, et la dernière chose, tu l'as mentionné, c'est la censure la plus dure, j'ai envie de dire, qu'on n'ait jamais vu. C'est juste supprimer des mots, quoi. Il y a des mots interdits dans la science aujourd'hui aux États-Unis, et ces mots, c'est diversité, femme, genre, changement climatique. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'exprime concrètement, parce que il y a moi j'ai lu dans vos papiers, il y a de la censure, d'accord, mais ça veut dire quoi? Que les scientifiques dans les recherches, ils peuvent pas mettre tel ou tel mot, ils peuvent même pas en parler? Comment ça s'exprime, Thibaut? C'est exactement ça. Il y a des mots qui sont interdits. Donc, alors il y a plusieurs listes avec des degrés de censure différents, mais si on utilise le mot égalité, inégalité, femme, genre, LGBT évidemment, le crédit de recherche en fait est supprimé. Et il y a même une intention de faire fonctionner l'intelligence artificielle pour faire en sorte que si vous essayez de nuancer votre propos et de ne pas utiliser le mot mais de faire comprendre ce sur quoi vous allez travailler, l'intelligence artificielle va être capable de détecter les cas problématiques. Et concrètement, c'est effectivement de l'argent qui d'ores et déjà est retenu, n'est plus versé, et donc des recherches qui s'arrête. Après, ce qu'il faut aussi dire, ce que tu disais, Corentin, dans l'introduction, qu'est-ce qui lui prend à Donald Trump, c'est aussi que c'est un mouvement qui date pas d'hier, en fait. Dans son premier mandat, Donald Trump, il avait déjà tenté le coup. Il y avait eu déjà des mobilisations de scientifiques, des marches pour la science, au moment où il avait notamment annoncé qu'il voulait sortir des accords de Paris sur le climat. En 2021, son actuel président, J.D. Vance, vice-président, était candidat républicain, et à une convention républicaine, il s'en était pris frontalement aux universités en disant mais comment est-ce qu'on a pu laisser aux universités américaines le pouvoir de dire ce que c'était que la vérité, et en fait derrière ce discours sur la vérité des sciences de tenir des propos qui lui semblaient militants, problématiques sur les questions de genre, sur les questions de climat. Donc en fait, tout ça ne tombe pas là juste avec l'arrivée le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est en fait beaucoup plus ancien. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des discussions comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est un entretien qui est mené en direct, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est sur Twitch. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes médecin et aux États-Unis, vous voulez monter un projet de recherche pour dire, voilà, les maladies cardiovasculaires, est-ce qu'elles impactent autant les hommes que les femmes? C'est pas possible, parce que vous faites une différence entre hommes et femmes dans votre projet de recherche, et donc le projet ne sera pas financé. Et l'autre chose très concrète, c'est qu'il a supprimé des pages web entières avec des résultats de recherche parce qu'elles contenaient ces mots-là. Et là, on a vu que cette suppression de pages web est allée jusqu'à l'absurde, puisqu'il y a l'affaire du bombardier de la Seconde Guerre mondiale, le bombardier d'Hiroshima, qui avait été nommé par le pilote du nom de sa grand-mère, qui s'appelait Enola Gay. Et donc, comme il y a le mot gay dedans, et les photos de ce bombardier sur le site du Pentagone ont été supprimées. Comment est-ce qu'il y a pu y avoir une erreur aussi grossière? C'est quoi? C'est l'intelligence artificielle? Bah oui, je pense que c'est tout simplement automatisé. Du moment qu'il y a le mot gay, il supprime la page.
Voilà. Comment les scientifiques ils se positionnent par rapport à ça? Qu'est-ce qui leur arrive si ils décident de ne pas respecter telle ou telle règle que Donald Trump demande aux scientifiques? Ils se mettent en danger eux-mêmes. Du coup, ne plus avoir les crédits pour faire leur recherche, ne plus pouvoir se payer, quoi. Et potentiellement aussi priver leur laboratoire de fonds. Et ce qu'on a vu là dans les mobilisations de Stand Up for Science, c'est que beaucoup de chercheurs... Donc, juste pour clarifier, Stand Up for Science, c'est donc un mouvement de scientifiques américains qui se lève, c'est dans le nom, Stand Up for Science, qui se lève contre ces attaques de Donald Trump. Et il y a eu une manifestation ce vendredi 7 mars aux États-Unis. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Certains chercheurs ou certaines chercheuses ne manifestent pas, ne s'expriment pas publiquement, ou alors l'ont fait là sur les mobilisations en se cachant, mais en portant un masque, etc., pour ne pas qu'on les reconnaisse, parce que beaucoup ils n'ont pas le droit de prendre la parole, en fait. Là, ils n'ont plus le droit de s'exprimer publiquement. Ils n'ont plus le droit de parler avec leurs collègues d'institutions étrangères. Donc là, les scientifiques français le disent. Ils n'ont plus d'échanges, ou très difficilement d'échanges, ou de réunions communes officielles avec leurs collègues américains. Et s'ils ne s'expriment pas, s'ils restent pour certains discrets, c'est parce qu'ils ne veulent pas mettre en péril leur propre recherche, mais aussi, encore une fois, le financement de leur labo, et donc les jeunes chercheurs qui travaillent avec eux. Je voudrais juste prendre une question dans le chat que j'ai vu passer. Trump n'est pas assez cultivé pour connaître les circuits d'attribution des financements de la recherche. Quels sont donc les cerveaux inutiles qui l'influencent? Est-ce que vous avez ces informations? Il y avait un projet dont on avait... un rapport d'un think tank conservateur qui s'appelait Project 2025, donc a fait pas mal de bruit depuis 2-3 ans et qui était vraiment un vademecum de comment prendre le pouvoir et comment prendre le pouvoir face aux idéologies woke et tout ça. Et donc il y a beaucoup des décrets qu'a pris Donald Trump dès son arrivée au pouvoir sont puisés dans ce document qui, je crois, fait 900 pages. On a aussi, là, est remonté sur les réseaux un rapport de Ted Cruz, le sénateur républicain, un rapport d'octobre 2024 qui faisait la liste de tous les projets de recherche qu'il considérait comme idéologiquement biaisés et lancés pendant l'ère Biden-Harris. Et là, il a refait le 11 février dernier. Voilà, on a toute une liste. On a un tableau Excel de 3000 projets de recherche pour, je crois, au total 2 milliards de dollars ou un truc comme ça. Et donc, on voit bien que des gens ont travaillé à c'est préparé. Hein. Moi, Patrick Lemaire, qui a organisé qui est un des co-organisateurs de la marche en France, me disait qu'il était frappé par le caractère méthodique de l'attaque. Et donc, c'est préparé. C'est pas du tout Trump de son côté, tout seul dans son coin, dans son bureau ovale. Bon, alors rentrons dans le dur de cette attaque. C'est quoi les thèmes concrètement que Donald Trump déteste et veut bannir de la communauté scientifique américaine? Je pense que si on risque de caricaturer un tout petit peu, si on veut le dire très vite, c'est le climat, le genre. Quelles que soient après les dimensions que ça prend. On l'a dit tout à l'heure avec Olivier sur les mots interdits, ça va de femmes à LGBT, donc tout ce qui concerne les différences entre les personnes est exclu, y compris dans des domaines où ça peut surprendre, c'est-à-dire qu'on s'imagine tout de suite, c'est la croisade anti-woke de Trump, il ne veut pas de soi-disant militantisme sur les facs, mais ça se répercute sur des projets par exemple de recherche médicale, donc étudier les effets d'une pathologie ou à l'inverse d'un médicaments, les effets différenciés entre des patients masculins et des patientes féminines, ça n'est plus possible. Alors que c'est pour le coup des protocoles de base en recherche. Sur le climat, tout ce qui a trait aux études de la météo d'une part et du réchauffement climatique et de ses conséquences d'autre part pose problème à Trump et il coupe des crédits au risque aussi de déstabiliser des pans de recherche et de surveillance internationaux. Là, il y a, je crois que c'est Christophe Cassou, le météorologue et climatologue français, qui disait sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps que nos prévisions européennes à nous pour la météo, elles dépendent de ballons-sondes qui sont au-dessus des États-Unis, sauf que là, les crédits, par exemple, sont coupés ou en passe de l'être ou en tout cas retenus. Donc ça veut dire qu'il y a tout un écosystème qui dépasse largement les États-Unis qui est concerné. Oui, on a aussi, en fait, dans le document de Ted Cruz dont je parlais, il y avait 4 colonnes. C'était justice sociale, genre, race et justice environnementale. Et faut vraiment mettre l'accent sur l'environnement parce que, notamment en coupant les fonds de la NASA pour
pour l'observation du système Terre. Voilà, on sait que Donald Trump, lui, parle d'urgence énergétique plutôt que d'urgence climatique. Donc on est vraiment sur une attaque contre le réchauffement climatique il avait qualifié ça d'un hoax chinois il y a quelques années, je crois. Il y a un sigle en fait qui revient beaucoup dans le rapport de Ted Cruz, c'est DEI, diversité, équité, inclusion. Et alors ce mot-là, dans le rapport, il est vraiment à toutes les sauces. Donc là, c'est pas le climat. On retourne sur la question de genre, en tout cas plutôt le genre, mais c'est omniprésent dans ce rapport. Et donc du coup, on parlait de réchauffement climatique, mais ça touche aussi, comme tu le disais, les sciences sociales. Concrètement, comment est-ce qu'elles sont touchées et pourquoi est-ce que les sciences sociales sont visées par Donald Trump ? Moi, je dirais que les sciences sociales, d'ailleurs, il me semble qu'il y a eu une conférence de presse vendredi des chercheurs français en soutien de Stand Up for Science, et c'est l'historien Patrick Boucheron qui disait que les sciences sociales, c'était le premier ennemi à abattre, en tout cas le premier champ visé. Je pense que l'explication, elle est pas très compliquée, en tout cas l'explication de base, c'est que c'est le champ qui se rapproche le plus des enjeux politiques. C'est là que la sociologie s'intéresse à la construction sociale des différences. C'est là que se sont ancrées des polémiques très anciennes sur le wokisme. Alors la question de la soi-disant théorie du genre qui n'existe pas, ce sont des attaques qui sont avant tout portées à l'histoire, à la sociologie, à la philo, donc des disciplines de sciences humaines. Et on pourrait... c'est là où il y a aussi une ambiguïté dans ce que fait Trump, c'est que est-ce que vraiment Trump est anti-science? Est-ce que Elon Musk est anti-science? Absolument. C'est pas certain parce qu'ils ont aussi des projets pour aller sur Mars. Donc là, il faut aussi des ingénieurs. Simplement, c'est plus du tout la même science. Et en tapant d'abord sur les sciences humaines, ils essaient de se débarrasser de tout un discours qu'eux estiment politique et militant, dont ils estiment pouvoir dépouiller une science qui serait, elle, correcte et qui irait dans le bon sens à leurs yeux. Est-ce que vous avez des exemples concrets de scientifiques qui ont été accusés de wokisme? C'est le grand mot de Donald Trump pour aller attaquer ces scientifiques. Vous avez des exemples concrets de ça? Là, sur le wokisme comme ça, j'ai pas. Depuis temps blanc, l'exemple le plus concret qu'on a, pardon, je vais revenir sur l'environnement, mais c'était la représentante des États-Unis de la NASA qui a été interdite de se rendre à une réunion du GIEC et qui a vu une partie de son équipe coupée et licenciée. Donc là, c'était pas sur du wokisme. Après, les attaques en wokisme, elles ont... Alors, c'était pas vraiment en wokisme, c'était un peu différent, mais suite aux manifestations pour Gaza sur les campus américains, il y avait eu beaucoup de polémiques avec les présidents d'université qui étaient accusés de pas assez combattre l'antisémitisme sur les campus. Et là, à ce titre-là, ils ont décidé de supprimer 400 millions d'euros à Columbia. Donc ça, c'était il y a 3 jours. Toujours parce que Columbia n'aurait pas assez lutté contre l'antisémitisme à cette occasion-là. Alors, j'ai pas, moi, souvenir dans des éléments récents où vraiment le Trump ou le personnel politique se serait vraiment focalisé sur telle ou telle personne. Mais reprenons ce que disait Olivier tout à l'heure. Maintenant, il y a des listes de travaux avec des liens renvoyant vers les documents de présentation qui sont en fait accessibles au public. Donc, ça veut dire que très vite, on sait qui. Donc, le côté chasse aux sorcières, là, pour l'instant, il est aussi peut-être parce que l'IA ou la détection automatique de mots a beaucoup fonctionné. C'est pas forcément concentré sur des personnes. En tout cas, j'en ai pas l'impression. C'est à vérifier. Mais tout est prêt pour le faire, puisqu'il suffit après de se lancer dans les listes et de regarder qui signe quoi. Je vois qu'il y a un commentaire de Age Osinus sur Twitch qui dit qu'il y a déjà une prof de philosophie qui a été arrêtée suite à ça. Bon, je sais pas si vous l'avez noté, mais on a des exemples comme ça de scientifiques qui sont faits soit arrêtés, soit qui ont déjà eu des conséquences concrètes sur le job, au-delà des licenciements. En tout cas, là, il y a un article du New York Times qui raconte la mobilisation Stand Up for Science de vendredi et qui commence par le cas du docteur Francis Collins qui a été dans les années 90 l'un des pionniers de recherche sur le génome humain et qui s'est retrouvé il y a quelques jours mis à la retraite du jour au lendemain. Donc des cas individuels, y compris de personnes qui ont une carrière, qui sont des personnes reconnues dans leur champ, oui, c'est clair qu'elles sont touchées. Après, une petite précision aussi, c'est que ces mouvements, on en reparlera peut-être plus tard, mais ils touchent aussi beaucoup les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs qui ont peut-être aussi moins d'aura, qui sont moins
identifiés, y compris dans le champ scientifique, mais parce que ce sont les plus précaires de la recherche, sont les plus facilement soit virés, soit non embauchés. Il faut savoir aussi qu'avant les manifestations de vendredi, Trump avait dit sur son réseau social qu'il voulait sanctionner financièrement les universités qui accueillaient ce genre de manifestations et sanctionner les personnes, soit en les emprisonnant, soit en les renvoyant dans leur pays. Donc pour le moment, j'ai pas vu émerger trop de choses comme ça, mais je pense que ça va peut-être monter dans les jours à venir, mais c'est quelque chose qu'on essaie de surveiller. Ouais. Je vais prendre une remarque que quelqu'un a faite sur YouTube. Il y a quelques commentaires de ça. Donald Trump ne déteste pas les recherches scientifiques, mais le détournement de l'argent pour des recherches idiotes et malsaines. Alors, est-ce que Donald Trump supprime juste des financements de recherches idiotes et malsaines ? En fait, Donald Trump, il supprime des recherches que lui considère comme idiotes et malsaines, ce qui est un point de vue qu'est le sien, mais c'est là qu'il a, où je vais peut-être aller un peu plus loin que Thibaut tout à l'heure en disant, quand Thibaut disait qu'il n'attaque pas toutes les sciences, mais certaines sciences, il attaque toutes les sciences au sens où il ne laisse pas les scientifiques chercher selon leur aiguillon de curiosité personnelle, et il vient introduire un prisme idéologique qui est le sien là-dessus. Maintenant, idiote et malsaine, dans son discours, il dit oui, ça sert à rien de faire des recherches sur la transmission du VIH au Lesotho, un pays dont personne n'a jamais entendu parler. On peut considérer que s'intéresser au VIH au Lesotho, c'est idiot et malsain, mais je ne crois pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut assumer après pour soi. Il faut savoir que quand il a supprimé l'USAID, donc l'aide internationale américaine, sert beaucoup à des projets de recherche et des projets de santé, des projets sanitaires, notamment en Afrique. Et moi, je travaillais sur un autre sujet là, qui a été publié ce week-end sur le microbiote vaginal, et un des chercheurs qui est français, qui est basé aux États-Unis, me disait qu'une partie de ses recherches, qui était notamment sur le VIH au Malawi, avait été mis en pause à cause de Trump. Donc très concrètement, on a des projets de recherche internationaux parce que c'est intéressant d'avoir des projets, y compris quand on est un chercheur aux États-Unis sur le VIH, et c'est aussi intéressant d'avoir un projet en Afrique parce qu'on n'a pas les mêmes populations, parce qu'on va comprendre différemment, et puis parce que c'est là-bas que l'épidémie est plus chaude et plus virulente. Ouais, qu'est-ce qui est idiot et malsain pour Trump, c'est aussi la recherche qui n'a pas d'utilité directe, c'est-à-dire que la recherche fondamentale en réalité. L'un des intérêts aussi de ces financements publics, c'est valable aux États-Unis, mais ce serait valable aussi chez nous, c'est que ça permet aussi aux chercheurs de mener des recherches sans être forcément certains de l'application directe et de la finalité. Là où une recherche privée ou une recherche par projet va être beaucoup plus directement tournée vers un objectif précis. Et cette recherche fondamentale, elle est essentielle pour délimiter de nouveaux champs de recherche, pour trouver de nouvelles choses et aboutir, mais peut-être au bout de 5, 10, 20 ans, à des applications concrètes qui pourront ensuite être récupérées, investies par les départements de recherche et développement du secteur privé. Et donc là, ce que fait Trump aussi, c'est qu'il cherche à empêcher cette recherche fondamentale qui est, a priori, beaucoup de chercheurs en témoignent, la clé pour de futures applications, et qui a toujours été des domaines de recherche où c'est l'État qui investit d'abord parce que la prise de risque est plus grande, c'est pas des choses qu'on peut valoriser financièrement très rapidement ensuite. Et donc en général, le privé intervient quand la recherche fondamentale a eu lieu financée principalement par le secteur public. Donc là, il met aussi en péril la recherche dans 10, 20 ou 30 ans. Pour revenir aussi sur la question idiot et malsain, on peut aussi parler de fake news quand il s'attaque sur le genre, quand il attaque toutes les théories de sciences sociales qui sont quand même des recherches avérées, et le fait que ça aille contre ce que lui pense du monde, c'est pas pour autant que c'est faux. Et lui, c'est un peu son prisme-là. En fait, il s'attaque à... La recherche est toujours un contre-pouvoir parce qu'elle donne un autre récit sur le monde que celui que les politiques donnent. Et donc, vu que le récit, notamment des sciences sociales, notamment de l'intersectionnalité, du genre, est différent de celui que Trump donne, il veut le faire taire, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. C'est vrai qu'il faut insister là-dessus parce qu'on a l'impression que d'un côté il y a ce combat politique woke des sciences humaines qui transparaîtrait un petit peu sur certains pans des sciences dures, etc. Mais
il faut bien se rendre compte aussi que c'est des avancées en recherche, en fait. Quand on s'intéresse aux biais de genre ou aux biais raciaux dans la transmission de certaines pathologies, sur la façon de les soigner, en fait, quand on remet en question le fait que dans beaucoup d'études médicales, on a surtout testé des patients hommes blancs, là, on n'est pas en train de faire du wokisme, on est juste en train de faire en sorte que des traitements médicaux soient plus efficaces pour le plus grand nombre possible. Donc, en fait, derrière cette croisade politique, soi-disant, c'est en fait un problème qui remet en cause des avancées fondamentales dans les sciences. Et là, j'ai beaucoup parlé de la médecine, mais je crois qu'effectivement, c'est l'un des meilleurs exemples sur lesquels on va régresser du point de vue du fait de sauver des vies et de soigner les populations. Et peut-être aussi, pour faire un peu de contexte, rappelons que l'un des moments où Donald Trump s'en est le plus pris aux sciences dans son premier mandat, c'était au moment de la pandémie de Covid-19, où il remettait en question les données épidémiologiques qui étaient produites notamment par les agences publiques qu'il attaque aujourd'hui, alors que les données épidémiologiques, c'était l'évidence même du travail scientifique rigoureux. Et à ce titre, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble bien que dans son gouvernement, il y a Robert F. Kennedy qui est ouvertement anti-vax. Vous me corrigez ou pas? Non, on ne corrige pas du tout. Et d'ailleurs, il y a un autre point qui a pas mal inquiété les épidémiologistes, que vous savez probablement qu'aux États-Unis, il y a une très très forte épisode aussi de grippe aviaire H5N1, donc c'est notamment tout le cheptel bovin, donc toutes les vaches américaines qui ont ce virus-là, qui vient à la base plutôt des canards. Le gros risque est que plus ce virus s'adapte à des mammifères, à un moment il arrive chez l'homme. Il est très 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 mal géré aux États-Unis. Et là, dans les coupes budgétaires qui ont été prises, dans les décisions, dans la déstabilisation des agences fédérales qui a été faite depuis un mois, à des moments, le suivi de ce virus en a pâti. Et si jamais il doit y avoir une nouvelle grande pandémie mondiale type Covid-19, H5N1 est quand même vraiment un bon candidat. Il est, je crois, à une mutation d'infecter l'homme et de pouvoir après se transmettre d'homme à homme. Et si on arrête, enfin en tout cas si les États-Unis perdent le peu de surveillance qu'ils font de ce virus-là, ça va devenir très compliqué. Ouais. Concrètement, la bataille que Donald Trump mène contre les scientifiques, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur les avancées scientifiques de manière générale? Par exemple, typiquement, sur le réchauffement climatique, comment on le perçoit et comment est-ce qu'on va pouvoir mieux l'endiguer? C'est sûr parce que tu vois, on a parlé, les ballons sondes opérés aux États-Unis, j'en ai parlé un peu, les programmes de recherche internationaux sur notamment par exemple l'épidémie de VIH en Afrique, mais on a aussi, en fait, il faut savoir que dans la recherche, il y a beaucoup de bases de données qui sont en accès libre, qui dépendent de financement américain. Donc il a déjà essayé de cutter, il a déjà cuté celle qui concerne le climat, donc là ça veut dire que très clairement, on avait des séries de données, de température et tout ça, qui étaient sur le site de la NASA notamment, on les a plus. Et ça, c'est tous les scientifiques du monde entier qui les ont plus. Sinon, il y avait un autre truc, c'est PubMed. Alors, c'est une base de données de tous les articles de recherche quasiment qui ont été publiés depuis très très longtemps d'ailleurs. Et PubMed, c'est assez pratique. Vous avez le nom d'un chercheur, vous voulez savoir ce qu'il a fait, vous rentrez son nom dans PubMed, vous avez toute la liste de ses publications. PubMed, c'est américain. Si demain il débranche PubMed, il y a beaucoup de gens, il y a le travail de beaucoup de gens qui va être compliqué. Il y a aussi certaines revues, une des plus prestigieuses revues en recherche s'appelle Science, elle est aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont essayer de les attaquer? On sait que les revues dépendent en grande partie de l'argent que leur donnent les universités. Donc il y a beaucoup de risques potentiels pour la recherche internationale. Et il faut aussi savoir que les États-Unis se sont un peu construits comme étant le pays leadership en recherche, en sciences, en innovation. Donc si ce pays-là tombe de ce côté-là, c'est tout le système international qui va en pâtir. Là, je lisais ce matin sur un réseau social un post d'un chercheur américain qui disait vous savez, le système de recherche, quand on envoie une publication, un article de recherche, il doit être relu par 3 reviewers et tout ça. Et le mec disait si vous attendez des relectures des chercheurs américains en ce moment, soyez indulgents parce qu'on est un peu occupé à autre chose. Donc non, c'est vraiment tout le système international qui commence à pâtir.
Il y a un truc qui croise assez bien les questions de climat et les questions médicales, c'est les études de temps long. Quand vous étudiez un phénomène sur plusieurs années, il faut quantifier les mêmes données tous les mois, tous les ans, que ce soit sur les effets du réchauffement climatique ou sur les rapports entre santé et environnement chez certaines populations. Et là, ce qu'on voit, c'est que certains travaux qui ont ce temps long, d'un coup, perdent leur financement. Donc ça veut dire que demain, l'étude de suivi où on va aller faire, un prélèvement sanguin dans une cohorte de population, on ne peut plus la faire parce qu'on n'a plus les financements. Donc on se retrouve sur un projet de recherche de 20 ans, par exemple, avec un trou qui, du coup, pénalise l'ensemble, non seulement de la donnée produite jusque-là, mais du coup aussi, si on raisonne en termes financiers, de l'argent investi jusque-là. Donc là, c'est pour le coup de la recherche qui n'avance plus de façon très concrète. J'ai le sentiment que le fonctionnement même des recherches scientifiques, donc tu parles de temps long, tu parles de peer-reviewed, donc le fait de faire relire par des pairs, ce fonctionnement de la communauté scientifique va complètement à l'encontre du fonctionnement de la politique de Donald Trump. À ce titre, dans le chat, on avait notamment Efficience, qui d'ailleurs nous a suivis pour poster ce message, merci à toi. C'est de toute façon une manière d'entraver l'accès à la réalité, parfait pour un propagateur de fake news pathologiques. Jamin Rees, qui est politique dans la recherche, c'est les choix de financiarisation des recherches. La méthodologie est pensée pour éloigner toute accointance, en théorie, des croyances, alors que le choix de prioriser telle ou telle étude est politique. C'est là qu'il y a selon moi un risque de dégradation et de manipulation de la fabrication du savoir. Comment est-ce que vous vous posez, vous, comment vous réagissez à ces remarques dans le chat? La question de la financiarisation des recherches, elle est intéressante parce que là, en gros, il y a deux sources d'argent, public-privé, évidemment. Et la question, c'est que se passe-t-il lorsque le privé, en proportion, finance de plus en plus des recherches? Quelles sont ses priorités? Forcément, c'est pas les mêmes. J'en parlais tout à l'heure avec la recherche fondamentale, c'est pas les mêmes que le public. Et donc, qui décide en fait des priorités de recherche, premièrement, qui décide de ce sur quoi doivent travailler les chercheurs. Si c'est Elon Musk et les chefs d'entreprise, ça n'a pas le même sens que si c'est les chercheurs entre eux en concertation parce qu'ils ont arbitré en fonction du travail qu'ils effectuent et de leur expertise. Et puis la question aussi de ça, c'est le signal qui est aujourd'hui envoyé à la puissance privée. Vous avez aux États-Unis beaucoup d'universités privées qui sont financées du coup par de l'argent d'entreprises, de fondations, etc. Quand Donald Trump dit on va arrêter par exemple de financer la recherche wokiste, qui entraîne-t-il dans son sillage? Déjà, avec les coupes dans l'argent public, même des facs, des universités privées se retrouvent en difficulté pour faire tourner leur laboratoire. Mais peut-être que demain, elles risqueront de perdre aussi des financements privés. Et dans ce cas-là, jusqu'où vont les choses? On l'a évoqué tout à l'heure, face à ces attaques de Donald Trump, il y a un mouvement, Stand Up for Science, des scientifiques qui font une forme de résistance contre la bataille que mène Donald Trump. Ce mouvement, il s'exporte aussi en France. Pourquoi ? En fait, il s'exporte en France parce que la France avait déjà pas mal réagi au premier mandat de Trump avec plusieurs manifestations qui étaient organisées. Donc en fait, on a un réseau de scientifiques un peu militants qui est assez en place, qui sait se travailler, qui sait se mobiliser assez vite. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Il se met aussi en place en France parce que la communauté scientifique française, elle sent le vent mauvais aussi qui souffle ici en France. Faut se rappeler que dans le premier quinquennat Macron, 2 ministres, Blanquer et Vidal pour ne pas les citer, avaient attaqué l'islamo-gauchisme à l'université, commandant un rapport qui finalement n'avait rien donné parce que cette notion n'existe pas. Pardon, concrètement, ils avaient dit quoi en fait ? Ils avaient dit que l'islamo-gauchisme gangrénait l'université française et Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche à l'époque, avait commandé au CNRS un rapport sur le sujet, rapport qui n'a jamais eu lieu finalement d'ailleurs. Mais donc on n'est pas sur une attaque à dire les universitaires sont des woke, mais c'était des islamo-gauchistes, ce qui n'est pas si loin en fait. Et donc il y avait quand même beaucoup ça dans la mobilisation française. C'était on veut défendre nos collègues américains, on veut les soutenir. On veut aussi dire que la France est pas sur une pente aussi raide que les États-Unis, mais elle est un peu dans la même direction quand même. Et notamment, on reparlait des questions de financement. Depuis 20 ans, la politique française, c'est quand même d'enlever aux chercheurs le peu de budget sur lequel il a la main pour choisir sur quoi bosser, pour lui demander de passer des appels à projets. Et donc, finalement, ces appels à projets sont décidés potentiellement un peu plus par le politique.
Et donc, il perd un peu la main des recherches des recherches qu'il peut mener, ou en tout cas de l'initiative, du pouvoir d'initiative qu'il a. Et donc, c'est aussi pour ça que la France s'est mobilisée. Oui, il y a une chercheuse du Collège de France, chercheuse en informatique, qui s'appelle Claire Mathieu, qui a une phrase qui résume bien. Elle dit « Les situations États-Unis-France ne sont pas comparables, mais il y a des germes. » Et toutes ces petites choses que vient d'évoquer Olivier, ça crée un climat d'instabilité, d'incertitude pour les chercheurs, et qui date pas d'hier, hein, pour le dire rapidement. Là, et c'est drôle parce que c'est quelque chose, quand vous parlez aux chercheurs aujourd'hui de Stand Up for Science, y compris juste pour parler des États-Unis, très vite la discussion vient sur le cas en France et sur les questions de financement. Et l'un des éléments qui est beaucoup discuté, comme ça, que les chercheurs évoquent souvent, c'est le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, un projet de recherche, il est financé sur projet. Donc, c'est-à-dire que vous devez élaborer un projet de recherche, candidater à des fonds. Donc, vous n'avez pas, votre labo reçoit de moins en moins de financement automatique pour justement mener des recherches fondamentales, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent se fait de plus en plus rare. Ça veut dire que les chercheurs sont de plus en plus en compétition, ou les laboratoires les uns avec les autres, parce que ce que touche un laboratoire ou un chercheur pour un projet, l'autre ne l'a pas. Et tout ça, pour eux, ça constitue un climat qui est de plus en plus difficile, de fragilisation de leur statut et de leur métier, alors que plus évidemment vous sécurisez les chercheurs dans leurs conditions de travail, plus vous vous assurez que la recherche elle est indépendante, fiable, et qu'elle peut aller dans des directions, encore une fois, qui ne sont peut-être pas immédiatement utiles aujourd'hui, mais qui le deviendront peut-être demain. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, eux aussi, mettent en avant une défense du monde scientifique, qui ont importé le mouvement Stand Up for Science dans leur pays? Ouais, il y a eu ce week-end, si tu tapais Stand Up for Science sur les réseaux sociaux, tu voyais des images qui venaient d'autres pays, globalement européens, mais oui, la France n'a pas été la seule. La France a été quasiment une des premières, et peut-être un peu plus massivement que d'autres, mais elle n'a pas du tout été la seule, parce qu'en fait tout le monde est touché. Puis tous les pays ont aussi des jeunes qui sont allés faire un postdoc, parce que c'est un peu ça maintenant dans la science internationale, c'est vous faites votre thèse chez vous, puis vous partez faire un postdoc, souvent aux États-Unis, mais bon, pas que, mais souvent. Donc un postdoc, c'est un contrat de 2-3 ans. Et puis après vous essayez de revenir dans votre pays pour prendre un poste plus longtemps, plus pérenne ou plus long, et finalement c'est souvent ces post-docs là, comme Thibault l'a dit, donc c'est des jeunes qui sortent tout juste de leur thèse, ils ont entre 25 et 30 ans, peut-être un peu plus parfois aussi, et là ils se voient le budget coupé, et bon, pour le coup quand le budget est coupé, ils n'ont plus rien, quoi. Et c'est ces jeunes qui morflent, et comme je le disais, les États-Unis c'est vraiment la locomotive de la science internationale, donc on a des chercheurs du monde entier qui vont pendant quelques années faire leurs armes là-bas, et donc en effet toutes les communautés scientifiques internationales sont touchées, et par ailleurs elles sont tout aussi touchées parce que comme je le disais, les États-Unis hébergent des bases de données qui sont utilisées dans le monde entier. Sur la dimension internationale, il y a un point à avoir en tête. Alors je ne sais pas si les mobilisations ont été très fortes là-bas ce week-end, mais le Brésil, au temps de Bolsonaro, et l'Argentine depuis l'élection de Milei ont subi des choses très comparables à ce que fait Donald Trump aujourd'hui. Ce sont donc un peu on pourrait dire des laboratoires, sans mauvais jeu de mots, de la façon de fragiliser le secteur public de la recherche. Donc, qu'il y ait eu mobilisation ou pas, il faut bien se rendre compte que ce mouvement d'attaque contre les sciences, il n'est pas propre aux États-Unis. Il tend à se développer avec des germes plus ou moins grands. Et donc face à ça, la recherche, elle est de plus en plus internationale, hein. Les projets de recherche aujourd'hui, ils connectent des chercheurs et des chercheuses de nationalités différentes. Donc forcément, c'est tout un écosystème qui est menacé. Est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire, d'autres exemples où la science a été attaquée comme Donald Trump le fait aujourd'hui? Ouais, il y a peut-être deux exemples à évoquer. Le premier, c'est une attaque qui vise pas forcément directement les sciences, et le deuxième beaucoup plus. Premier cas, c'est l'Europe des années 30. Quand
quand le nazisme s'impose en Allemagne et que le Reich lance sa guerre, qu'est-ce qui se passe? Les chercheurs, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont plus largement menacés par l'évolution du conflit, partent. Donc déjà, l'Europe, à ce moment-là, parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale qui se déclenche, doivent trouver refuge ailleurs, parce qu'ils ne peuvent plus mener un certain nombre de leurs recherches sur le continent européen. Et où vont-ils? Comme Albert Einstein, par exemple, ils vont aux États-Unis. Et ce que nous a dit en préparant justement le dossier de vendredi l'historien Romain Huret, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ont acquis leur puissance, sont devenus la première puissance universitaire du monde. Grâce, si on peut dire, à l'arrivée massive de ces chercheurs au temps de la Seconde Guerre mondiale. Et là, donc, qu'est en train de faire Trump? Il renvoie hors de ses frontières des chercheurs qui font la puissance américaine là-dessus. Et paradoxalement, ça peut être une chance pour l'Europe de reconstruire une influence plus grande à ce sujet, si elle est capable d'accueillir. Le deuxième exemple qui visait plus directement les sciences, mais pas que, c'est le macartisme aux États-Unis il y a une cinquantaine d'années. C'est un moment où la chasse aux sorcières fait qu'on va traquer les communistes, les marxistes qui sont dans le secteur public américain, y compris dans le domaine scientifique, et qu'on va là chercher aussi à bloquer des crédits de recherche ou des financements de recherche qu'on ne veut pas confier à certaines personnes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant du point de vue du vocabulaire politique, c'est que dans le rapport de Ted Cruz qu'évoquait tout à l'heure Olivier, donc qui vise cette recherche aujourd'hui soi-disant woke pour l'inclusion, qui s'intéresse aux questions de genre, etc. Le mot marxiste revient souvent. On attaque les études ou les chercheurs marxistes, comme à l'époque de la chasse aux sorcières. Est-ce que ces attaques de Donald Trump contre la communauté scientifique ont une base juridique? Est-ce qu'elles peuvent avoir un avenir sur le long terme? Alors l'avenir de tout ça est en question, très clairement, parce que beaucoup de coupes financières, d'ailleurs notamment la coupe financière contre l'aide internationale, beaucoup de licenciements aussi ont été attaqués en justice. Donc après, le schéma, globalement, ce qui se passe, c'est que donc, Trump prend sa décision par décret présidentiel. On a des gens qui l'attaquent en justice. Un juge fédéral tranche. Alors, ça s'est vu pour une partie de l'aide internationale, pas pour tout, mais pour une partie de l'aide internationale, le juge fédéral tranche contre Trump. Trump fait un recours contre cette décision auprès de la Cour suprême. Cour suprême qui, depuis le premier mandat de Trump, est à majorité composée de juges républicains, mais qui ne va pas toujours prendre une décision dans le sens de Trump. Là, on a vu sur l'aide internationale, alors j'espère pas dire de bêtises parce que c'est un sujet compliqué, mais le juge fédéral n'avait pas interdit à Trump d'arrêter l'aide internationale, il lui avait juste demandé d'aller au bout des paiements qui étaient en cours. Trump ne voulait pas et la Cour suprême a donné raison au juge finalement. Donc on a peut-être des exemples où les décisions de Trump n'étaient pas légales, en tout cas selon la justice en cours et selon les lois en cours actuellement aux États-Unis, avant qu'il les change, parce qu'on rappelle que Trump, il a le Sénat et le Congrès qui sont tous les deux républicains. Donc il y a une vraie question de ce côté-là. La deuxième question, c'est un peu ce qu'évoquait Thibault, c'est voilà, donc les États-Unis sont devenus la locomotive internationale en matière de science parce que c'était un pays d'accueil, parce que c'était un pays d'immigration. On rappelle que l'une des principales découvreuses des vaccins ARN messagers est une ancienne de l'Est, de l'Europe, de l'autre côté du rideau de fer. Et donc elle avait immigré toute jeune enfant, enfin ses parents avaient immigré en la prenant dans ses bagages. Donc si jamais ce que Trump fait débouche sur une fuite des cerveaux américains vers l'Europe ou ailleurs, d'ailleurs on ne sait pas trop qui aurait les capacités et qui aurait la volonté politique de déployer suffisamment d'argent pour accueillir tous ces chercheurs-là. Il est tout à fait possible que les États-Unis perdent leur leadership mondial sur la science. Et ça, ce serait une conséquence qui serait d'ailleurs de manière assez
assez cocasse à l'inverse de ce que Trump veut faire. Il n'arrête pas de dire qu'il veut rendre les États-Unis plus forts, mais là c'est vraiment une décision qui sur le long terme risque d'affaiblir très clairement les États-Unis. Merci beaucoup pour tous vos éclairages et pour cette discussion. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Est-ce que vous avez un mot de la fin à rajouter avant de terminer? Une mini correction, c'est que le McCarthyisme c'était plutôt il y a 70 ans, je crois que j'ai dit 50 tout à l'heure, donc je corrige au cas où. Voilà. Moi j'ai un dernier chose, c'est qu'on a vu on a vu sur ce que je disais la fuite des cerveaux, on a vu des établissements français essayer de mettre en place des programmes pour accueillir alors je pense notamment à Aix-Marseille Université qui a débloqué quand même pas mal d'argent pour essayer d'accueillir sur 3 ans, alors c'est sur des projets de 3 ans des chercheurs américains. Par contre, il faut faire vachement attention parce que le gouvernement a emboîté le pas en disant « Ah oui, on demande aux établissements d'agir dans ce sens ». Alors à la fois, c'est louable et d'ailleurs, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait lancé un grand plan de communication qui s'appelait « Make Our Planet Great Again » en 2017 à la premier mandat de Trump. Mais il faut aussi assez faire attention sur le côté communicationnel du truc. La recherche en France va pas très bien. On est plutôt en train de couper ses financements et donc elle n'est pas vraiment dans une situation de pouvoir faire un appel d'air et dire à plein de chercheurs venez chez nous parce qu'on n'a pas beaucoup de postes chez nous en fait. Oui, c'est vrai qu'à travers tout ça, il y a une question intéressante, c'est quelle place en fait pour la science dans nos démocraties. C'est une grande question comme ça pour terminer, mais on ne se l'est peut-être pas assez posé ces dernières années. Qui décide comment on finance la recherche, de comment on l'amène, de comment on garantit l'indépendance aussi des chercheuses et des chercheurs. Et si ce qui se passe aux États-Unis peut avoir le mérite de réveiller plutôt que de subir des attaques similaires en France qui commencent à être menées, notamment par l'extrême droite, on en sortira grandi. Mais le combat va sans doute être dur.